Bonjour à tous, je suis Cédric Ferras, orthoptiste et représentant pour la section professionnelle des orthoptistes pour l'association DP2O, dépistage, prévention, orthophonie et orthopsie. Bonjour, je suis Anne Dehêtre, orthophoniste, et je suis représentante départementale pour la Vendée de l'association des P2O. Aujourd'hui, nous allons vous parler du développement du langage chez l'enfant, un sujet crucial pour son épanouissement. Dis-moi, Anne, pourquoi est-il important de dépister les troubles du langage dès le plus jeune âge? Alors, le langage, c'est très important, effectivement. Ça assure beaucoup de choses chez le jeune enfant et plus tard chez l'adulte. Alors, pourquoi? Parce que c'est la base de tous les apprentissages, de toute façon, pour la lecture, pour l'orthographe, pour les mathématiques. Et puis même avant cela et pendant cela, on va aussi s'occuper du bien-être de l'enfant, de ses possibilités de communiquer, de comprendre, de s'exprimer. C'est ce qui va lui permettre aussi d'être sociabilisé et d'aller à la rencontre des autres et d'accueillir les autres aussi. Et puis à très long terme, en fait, le langage va permettre une meilleure insertion dans la vie professionnelle et puis un accès aux outils numériques. Le dépistage, attention, n'est pas un diagnostic. Il sert à repérer le plus tôt possible d'éventuelles difficultés et puis à mieux accompagner, à mieux orienter l'enfant. Ok, alors comment se déroule le dépistage? Alors, contrairement au dépistage des troubles visuels, où l'orthoptiste, lui, est dans la classe et voit chaque enfant, le dépistage des troubles de la communication et du langage, il est confié à l'enseignant et ou l'enseignante, celui qui connaît ou celle qui connaît le mieux l'enfant. L'enseignante observe l'enfant et remplit un questionnaire qui porte sur le langage, la compréhension, l'expression, mais aussi son graphisme, comment il dessine, comment il articule, comment il prononce les mots. Ce questionnaire est ensuite envoyé à une orthophoniste ou un orthophoniste et il est analysé. Et puis ensuite, eh bien, l'orthophoniste transmet ses résultats et les résultats vous sont transmis par courrier. En cas de besoin, vous serez redirigé vers un médecin ou une orthophoniste. Comme pour le dépistage des troubles visuels, nous avons besoin d'une autorisation parentale. Si elle n'y est pas, nous ne pourrons pas assurer le dépistage des troubles de la communication et du langage de votre enfant. À l'issue donc de ce dépistage, vous allez recevoir une lettre de résultat. Alors, il y a trois courriers possibles, satisfaisant, pas de souci. Il y a une simple vigilance à avoir sur le développement normal du langage chez votre enfant. Vous pouvez recevoir un courrier qui met en exergue la fragilité, en fait, du langage de votre enfant. Et là, dans ce cas-là, on vous conseille vraiment de donner les résultats de ce courrier aux enseignants qui ne l'auront pas, puisqu'on est soumis au secret professionnel. Mais n'hésitez pas à en parler avec l'enseignant, parce que c'est lui qui va pouvoir aussi adapter, être plus en surveillance vis-à-vis de votre enfant et du développement de ses apprentissages pendant toute cette année de maternelle. Et puis, il va pouvoir aussi vous donner des conseils de prévention et puis mettre en place une pédagogie plus adaptée. Vous recevrez aussi un petit livret avec des conseils de prévention adaptés pour aider votre enfant et soutenir son langage au mieux. Et puis enfin, vous pourrez avoir un troisième courrier où il sera noté en difficulté. Dans ce cas-là, n'hésitez pas non plus à transmettre les résultats à l'enseignant ou l'enseignante. Et puis, on va vous inciter à consulter un médecin ou une orthophoniste et ou les deux. Vous aurez des courriers avec des coupons. Et puis, vous pourrez recevoir une aide à la prise de rendez-vous et des conseils de prévention aux familles vont vous être donnés avec un petit livret là aussi. Et puis, si vous avez bien transmis les résultats à l'enseignant, celui-ci va pouvoir mettre en place une pédagogie adaptée. Peux-tu me dire maintenant quand commence réellement le développement du langage chez l'enfant? Très jeune, très très jeune. En fait, le bébé développe son langage et sa communication en utilisant tous ses sens. La vue, le regard, d'où l'importance, on l'a vu, des dépistages des troubles visuels, le toucher, l'ouïe, c'est-à-dire comment le bébé entend, puis l'oralité, ce qu'il fait avec sa bouche. Voilà, comment il met à la bouche, comment il mange, comment il tète. Le langage, il ne faut pas oublier, ce n'est qu'une partie de la communication. La communication, ça passe aussi par les expressions du visage, donc il faut bien les voir, d'où l'importance du dépistage visuel.
Ça passe aussi par les intonations qu'on a. Donc, l'importance de bien entendre aussi, par tous les gestes qu'on peut faire, les interactions avec les autres et puis avec son environnement. Voilà, comment les autres répondent à notre appel, comment on peut répondre à un bébé, le plaisir et puis les émotions. Le développement du langage, je vais vous l'expliquer en quelques étapes. Vraiment, on va les survoler, mais vous pourrez aller, on vous donnera toutes les ressources pour aller voir plus loin. Dès la naissance, donc on disait, tu me demandais à partir de quand le bébé est entré dans le langage, et ben dès la naissance. Même on sait que dans le ventre de la maman, l'enfant entend déjà les sons des bruits environnants. De la naissance jusqu'à l'âge de 6 mois, il est très sensible à la voix, aux mimiques. Il peut gazouiller, il peut pleurer. C'est les regards, c'est les enfants, les bébés très toniques. Puis à partir de 6 mois, on voit les premiers gestes, les au revoir, les bravos. Il commence à faire les petites marionnettes. Et puis le baby, il peut crier. C'est à partir de 12 mois qu'on va voir apparaître des syllabes. Pa, pa. Alors, et puis petit à petit, quand le papa va arriver, l'enfant comprend que papa, papa, et puis l'adulte va répéter, ben ça suffit. Et c'est un mot qui veut dire quelque chose. Il appelle son papa. Et puis, on va avoir des imitations de gestes. C'est là où les enfants vont faire semblant de mettre le téléphone à l'oreille, se brosser les cheveux, et puis va pointer avec le doigt. Les premiers mots, ils peuvent commencer à apparaître à partir de l'âge de 18 mois. Et puis, petit à petit, on va avoir des combinaisons de mots comme veut pas. Souvent, c'est ce qui arrive en premier. Vers 2 ans, bah, l'enfant, il parle en disant moi, quand il parle de lui, moi, dormir. Et puis, c'est le fameux début du non. Alors ça peut être une période qui dure assez longtemps, mais c'est là où il commence bien à dire non et à ce que ce soit vraiment un non. Il peut commencer à formuler des premières questions. C'est qui? Ou le chat? Il utilise environ 50 mots. Alors attention, à cet âge-là, il ne sait pas bien articuler encore. Il ne sait pas bien prononcer. C'est-à-dire, ou le chat, il peut dire ou le ça, ce n'est pas grave, c'est un mot. Le che, il va réussir à le faire plus tard. Et il commence à bien connaître ses couleurs, à les reconnaître, et puis petit à petit, il va pouvoir les dire. Entre 3 et 4 ans, bah, le langage, c'est vraiment l'entrée en petite section. C'est normalement la classe où va avoir lieu ce dépistage. Et l'enfant commence à dire pourquoi. Le moi, il commence à y accoler quand il veut parler de lui. Moi, je. Il fait des phrases de plus en plus longues, de plus en plus difficiles. Il met un sujet, un verbe, un complément. Il commence à compter. Alors, même s'il ne compte pas 1, 2, 3, 4, 5, il peut dire 4, 8, 9, mais il commence à compter. Il commence à chanter des chansons, il raconte ce qu'il fait, ce qu'il voit, et il est compris de tout le monde, même si certains mots sont parfois déformés, il n'articule pas encore bien. Entre 4 et 5 ans, ben, il va passer en moyenne section, et normalement, sa parole doit être intelligible pour tous. Ça veut dire qu'elle doit être comprise de tous. Mais certains sons peuvent rester compliqués à prononcer parce que au niveau des muscles de la face, ils ne sont pas encore assez toniques pour pouvoir bien prononcer un che, un se, un je, un ze, un le ou un re. Donc, on peut commencer à un petit peu s'inquiéter, mais ce n'est pas si grave que ça s'il reste bien compris. Il invente des histoires, il peut inventer des mots, il va commencer à inventer des personnages, à jouer. Il peut évoquer des événements vécus ou à venir, comme une fête ou une sortie, sans encore bien utiliser le passé ou le futur. Par contre, en grande section de maternelle, là vraiment, c'est un bon sur les histoires qui sont racontées, les moments vécus. Là, il utilise des phrases très longues. Il peut conjuguer ses verbes à différents temps, au présent, au futur. Il doit prononcer en grande section de maternelle correctement tous les sons de la langue. Ça y est, le che, le re, le se, le ze, etc. Tout est passé. Il connaît et il respecte les règles de la conversation. C'est-à-dire, il attend que l'autre ait fini de parler pour parler. Alors bon, bien sûr, hein, ça s'apprend aussi. Et puis, il regarde l'autre. Et il peut différencier les différents moments de la journée. Il sait à peu près quand c'est le matin, quand c'est le midi, quand c'est le soir. Voilà. Le Très développement bien, du langage jusqu'à l'âge de 6 ans. très bien tout ça.
Et peux-tu me dire maintenant quels sont les impacts du biberon et de la tétine sur le développement du langage? Alors, c'est comme tout, il faut savoir les utiliser et de manière pas excessive. Alors, c'est surtout, on va essayer de limiter la durée dans le temps et puis de limiter surtout les moments où on utilise la tétine et le biberon. Pourquoi? Parce qu'après l'âge de 12 mois, alors déjà, l'enfant n'a plus besoin normalement de boire au biberon. Il est capable de tenir un verre et il peut très bien boire un verre tout seul et le porter à la bouche. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, il va développer des muscles, les muscles du visage dont il a besoin pour bien parler, mais aussi pour bien mastiquer. Donc, il faut lui donner, et ce sont des muscles qui sont complètement différents de ceux qui sont utilisés pour téter, donc que ce soit un biberon ou une tétine. Donc, on va essayer de lui proposer le plus rapidement possible une tasse ou un verre qu'il peut porter à la bouche, et puis il va pouvoir faire travailler ses joues, sa langue, et puis tout le reste du visage pour bien pouvoir parler, pour pouvoir aussi bien respirer. C'est des enfants qui sont souvent moins enrhumés quand on leur propose un verre plutôt qu'un biberon, parce que ça peut faire, voilà, ça aère un petit peu plus toute la sphère, ce qu'on appelle nous la sphère oro-bucco-faciale, c'est-à-dire il y a les oreilles, il y a la bouche, il y a le nez qui communiquent tous entre eux, et donc on a besoin, alors ce sont les muscles hein, qui ouvrent ou détendent certaines zones, et comme ça on peut éviter les rhumes et les otites aussi. Et puis, ça a un impact effectivement important sur l'articulation. Si la langue est toujours baissée en train de téter, voilà, et ben effectivement, il y a certains sons de la langue, par exemple le, on a besoin de lever la pointe de la langue vers le haut. Donc, il faut qu'elle puisse se lever. Donc, on va essayer effectivement, vraiment le biberon, de le remplacer le plus vite possible, c'est-à-dire après l'âge de 12 mois, par une tasse. Après, eh bien, il y a le problème, effectivement, enfin le problème. Il y a l'impact de la tétine. C'est pas toujours facile à enlever. Il faut toujours profiter d'un moment ce qu'on appelle favorable. Peut-être que la petite section ne sera pas un moment favorable, peut-être que tel ou tel moment ne sera pas favorable, mais il faut essayer dans ce cas-là de la limiter le plus souvent possible dans la journée. La laisser dans le lit, par exemple, ne la prendre que pour les moments de repos, les moments de sieste. Surtout ne pas parler avec une tétine dans la bouche, voilà, parce que ça empêche effectivement la musculature et donc la bonne articulation après des mots de se faire. Et puis, ben, à la place de la tétine, du biberon, on peut proposer d'autres, ce qu'on appelle des rituels réconfortants, des câlins, puis on regarde un petit livre ensemble, on essaye de toucher des choses, voilà, de sentir de bonnes odeurs. Et puis comme ça, on développe aussi toute cette sphère orobuco-faciale dont on a besoin. Ça facilite quand même effectivement l'apprentissage du langage et puis une meilleure articulation. Et dans tout ça, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? Alors, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? Vraiment, si l'enfant ne babille pas, c'est-à-dire ne fait plus des arre, ba, 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 à l'âge de 10 mois, ou alors s'il a arrêté de babiller. S'il y a peu ou pas de mots à 18 mois, oui, il faut quand même être vigilant et il faut un petit peu s'en inquiéter. Si l'enfant ne comprend pas, si vous avez l'impression qu'il ne comprend pas les consignes, qu'il ne comprend pas les petites histoires que vous lui dites après 2 ans, là aussi on peut commencer à s'inquiéter. S'il n'y a pas de phrase à 3 ans, sujet plus verbe plus complément, bah oui, on va s'inquiéter du développement du langage. S'il a des difficultés à agir, à interagir avec les autres, s'il n'a, voilà, il ne sait pas s'adapter à ses petits camarades de classe ou à d'autres enfants ou à l'adulte, ou qu'il a vraiment beaucoup de mal à échanger, là, vous pouvez vous inquiéter. Et puis, si le langage n'est pas compréhensible à l'âge de 4, 5 ans, s'il n'y a que vous qui le comprenez et si personne d'autre ne peut le comprendre, oui, on peut s'inquiéter. Alors, s'inquiéter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut en parler à son médecin, à son pédiatre, si on a la chance d'en avoir. Et puis, on peut aussi demander un bilan orthophonique pour savoir si l'enfant est bien dans son développement du langage.
À tout âge, de toute façon, il faut s'inquiéter quand il y a des infections ORL fréquentes, s'il y a beaucoup d'otite, s'il est tout le temps enrhumé, si on a des difficultés de compréhension, si un bégaiement apparaît. Un bégaiement, c'est des mots qui n'arrivent pas à sortir souvent, ou des répétitions de mots en début de phrase, ou des répétitions de syllabes en début de mots. Là, il faut s'inquiéter, un bégaiement chez un enfant ne doit pas durer plus de 2 mois. Voilà. Là, si le bégaiement dure plus de 2 mois, il faut absolument consulter une orthophoniste. Si le bégaiement apparaît avant l'âge de 4 ans en plus, on peut assez vite le résoudre. Voilà. Donc, surtout, il ne faut pas isoler, il ne faut pas hésiter à aller consulter de manière très précoce, très vite. Si votre enfant est isolé, si vous constatez que le langage a arrêté de se développer soudainement, si votre enfant, vous trouvez qu'il a un comportement étrange, tous les parents savent si leur enfant a un comportement étrange, et si votre enfant ne répond pas à son prénom et ne vous regarde pas, oui, effectivement, il faut en parler à un médecin, à un pédiatre. Vous pouvez aller voir une orthophoniste aussi. À tout âge, que faire? Ben, c'est ça. Parlez-en à votre médecin. Il n'y a pas d'âge. Les enfants ne sont pas trop jeunes pour qu'on s'occupe du développement de leur langage, de leur langage. Donc, vous pouvez vous adresser à une orthophoniste à tout âge. Vous pouvez aussi consulter le site. Alors, on vous a mis les slides, allo-ortho. C'est un site qui est dédié à la prévention, qui a été fait par les orthophonistes et qui concerne des questions que vous pourriez vous poser. Donc, que vous pourriez vous poser. Et là, on en parlera plus tard et je vous montrerai quelques diapos. Très bien. Et dans tout ça, comment les parents peuvent-ils accompagner efficacement leur enfant dans leur développement linguistique? Alors, il faut essayer de créer un environnement, ce qu'on appelle riche en langage. Mais c'est quoi? C'est ce que tout le monde peut faire et tout le monde fait. Il faut parler le plus souvent possible à l'enfant et il faut commenter, ne pas hésiter à commenter toutes les actions du quotidien. C'est-à-dire, vous faites la cuisine, vous dites, je prends la louche, je prends une grosse cuillère, je prends une grosse casserole, je prends une cocotte. Il faut bien différencier, par exemple, bah, on va se laver les mains, on peut se les laver dans un lavabo, mais dans la cuisine, on a un évier. Il ne faut pas hésiter à vraiment tout leur détailler. Tout ce que vous faites, il faut les saouler de paroles. Et puis après, ce sont eux qui vous saouleront de paroles. Il faut lire des livres dès le plus jeune âge. Alors, il y a des livres adaptés aux enfants. On n'est pas obligé de lui lire les phrases. On peut aussi commenter les images. Si c'est un livre avec des animaux, ben, montre-moi le mouton. Ah, le mouton, qu'est-ce qu'il fait comme bruit, etc. Là, comme ça, vous commencez à stimuler. Et puis, par exemple, sur les bruits des animaux, en fait, on commence souvent par là, nous en orthophonie, parce qu'il y a tous les sons de la langue dans le bruit des animaux. Le que dans cocorico, le me, le m dans me de la vache, etc. Et puis, il faut garder des moments de qualité, il faut jouer ensemble, il faut faire semblant de jouer à la dinette, jouer au poupon, et puis, il faut poser des questions. Ben, qu'est-ce que tu vois, toi? Quel est ton animal préféré? Et puis, ne pas hésiter à attendre et à laisser du temps à l'enfant pour répondre, parce qu'il faut qu'il aille chercher quand même sa réponse. Lui, il réfléchit, il a besoin d'un petit peu plus de temps que nous, adultes, pour essayer de structurer sa pensée. Vous pouvez éviter certains pièges aussi. Alors, on en reparlera des écrans, mais d'éviter les écrans de manière excessive avant 3 ans. Et puis, il faut aussi, enfin, c'est éviter les écrans qui sont utilisés de manière excessive. Il ne faut pas les supprimer complètement, mais il faut les limiter. Essayez de ne pas corriger trop votre enfant. On sait que c'est pas la méthode qui marche le mieux, mais par contre, vous pouvez reformuler ce qu'il dit. S'il vous dit euh, le ça manger souris, ben, en fait, plutôt que de lui faire répéter, vous pouvez lui dire, ah oui, tu as voulu dire le chat mange la souris, mais oui. Et là, vous insistez et puis vous y mettez l'intonation. Tous les enfants vont essayer de vous imiter. Et puis, vous pouvez le stimuler, alors sans mettre de pression. Tous les jeux de rimes, les petites comptines, vous en trouvez plein sur Internet si vous les avez oubliés de votre enfance. Les petites chansons, bah, vous pouvez chanter avec lui. Puis dans la voiture,
C'est un bon endroit pour justement jouer, faire des petits jeux, trouver des chansons, des petites comptines et poser des questions. Vous pouvez l'encourager, mais ne pas le forcer. On n'a pas toujours envie de raconter sa journée de travail. Les enfants, ils n'ont pas toujours envie de raconter leur journée d'école. Voici le site allo-ortho.com. L'autonomie nous rend maître de notre destin. Vous y trouverez plein d'articles sur des sujets très variés et dans tous les domaines. Et vous voyez dans justement la colonne de gauche sur votre écran, je pense, que vous pouvez aussi interroger le site par rapport aux différents âges. Voilà. Vous avez 0 à 1 an, 1 3 ans. Par exemple, Mathéo a 18 mois, il ne parle pas ou si peu, comment l'aider. Les articles sur ce site Allo Ortho, vous pouvez les écouter en audio. Et les articles les plus lus sont aussi traduits dans certaines langues. Voilà. Très bien, tout ça, ben, ça me fait m'interroger sur le bilinguisme. Ça peut être un obstacle au développement du langage? Alors, c'est important que tu soulèves ce point, Cédric, parce qu'effectivement, on peut entendre parfois que à la maison, euh, chez des parents, dans des familles où effectivement la langue maternelle n'est pas le français, on a pu entendre qu'il fallait parler absolument français. Alors, on sait maintenant que c'est totalement faux. En fait, à la maison, vous pouvez parler à votre enfant dans la langue que vous maîtrisez le mieux. Alors, il saura vite identifier chaque langue et chaque personne qui la parle. Et ça ne le freinera absolument pas dans le développement de son langage. Si la langue parlée à la maison n'est pas le français, à l'école, il s'adaptera à une autre langue. Au contraire, c'est une véritable chance pour les enfants de pouvoir parler dès le plus jeune âge et de pouvoir comprendre des langues différentes. Donc, il mettra peut-être un petit peu plus de temps à acquérir des nouveaux mots en français, mais en tout cas, il aura une très très bonne... Après, ça lui donnera un plus pour le développement de son langage et dans les langues, dans les différentes langues parlées, dans les différents milieux, ces différents milieux de vie. Voilà. Donc, si vers 2 3 ans, l'enfant, il passe d'une langue à l'autre, mais pas d'inquiétude. Tout va se mettre en place avant l'âge de 5 ans. C'est une véritable chance, il ne faut surtout pas passer à côté de celle-ci. Ben, c'est pas mal tout ça. Ben, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements, en tout cas, Anne. Et pour conclure, j'ai envie de dire, est-ce que tu auras un conseil à donner aux parents qui souhaitent assurer un bon développement linguistique à leur enfant? Bah, surtout, n'hésitez pas à leur parler. N'hésitez pas à leur donner du temps pour vous parler et puis privilégier surtout, réserver des moments de qualité où on ne fait que ça, échanger avec son enfant. C'est pas toujours facile, mais ça serait bien. Voilà, Merci beaucoup, Anne. À très bientôt. à bientôt. Bonjour, je suis Anne Dehêtre, orthophoniste et représentante de l'association DP2O, Dépistage, Prévention, Orthophonie et Orthopsie, dans le département de la Vendée. Bonjour, je suis Cédric Ferras, orthoptiste et également représentant pour la section des orthoptistes pour le dépistage d'EP2O. Ce soir, nous allons commencer par l'apprentissage de la vision. Alors, Cédric, est-ce que toi, orthoptiste, est-ce que tu peux nous parler de l'importance de la vision et du dépistage des troubles visuels chez les jeunes enfants? Il est, il faut savoir que le système visuel chez un enfant met environ 10 ans à se développer complètement et que pendant cette période, tout trouble visuel peut entraîner une perte de capacité qui peut s'avérer être irréversible si elle n'est pas corrigée à temps. Donc le dépistage précoce est essentiel pour éviter des difficultés d'apprentissage, mais aussi des problèmes dans le développement de l'enfant. Le système visuel met environ 10 ans à se développer. Tu nous dis, est-ce qu'on peut vraiment parler de troubles visuels chez les enfants plus jeunes si leur vision continue quand même à se développer? Oui, même si le système visuel se développe pendant de nombreuses années,
Toute perturbation précoce pendant cette période peut entraîner des conséquences importantes, telles que des difficultés d'apprentissage et des problèmes d'intégration sociale à l'âge adulte. Donc ici, on a un schéma typique de l'évolution de la vision de l'enfant entre 0 et 6 ans, et on voit toutes les étapes progressives, mais aussi essentielles, pour une bonne construction du système visuel et de la vision globale de l'enfant. Et est-ce qu'il est important de leur présenter des couleurs, même si on voit sur cette échelle de développement que les bébés vont en noir et blanc jusqu'à l'âge de 3 mois? Alors, il est très important de leur présenter des couleurs parce qu'ils vont avoir une sensibilité aux nuances, même si la vision des couleurs n'est pas totalement définie. Et ça va permettre à leur système visuel de se développer justement correctement pour arriver à détecter le plus précocement possible les couleurs et en faire la différence. Merci. Et quels sont les impacts de troubles visuels chez les enfants dans la tranche d'âge qui nous concerne entre 2, 3, 4 ans? Alors, chez ces enfants, les troubles visuels peuvent être nombreux et ils peuvent entraîner des retards assez importants au niveau du développement moteur, notamment au niveau de la marche et de l'équilibre. Ils peuvent entraîner des difficultés d'apprentissage quand ils sont un peu plus grands, notamment au niveau de la lecture et de l'écriture, puisque le contrôle visuel est essentiel dans ces étapes des apprentissages. Ça peut entraîner aussi des défis de communication visuelle, parce qu'il est important de pouvoir poser ses yeux sur nos interlocuteurs pour avoir de bonnes relations sociales, mais également aussi des problèmes de perception des formes et des couleurs, et qui auront des grosses conséquences sur les répercussions sur le développement du langage. Donc tout ça va entraîner potentiellement, s'il y a un trouble spécifique au niveau du système visuel, des difficultés scolaires et une gêne importante au quotidien, qui vont se répercuter tout au long de la scolarité de l'enfant et limiter les capacités après d'insertion socio-professionnelle qui peut se ressentir à l'âge adulte. Et le pourcentage d'enfants concernés par des troubles visuels à cet âge-là me paraît énorme. Et oui, mais pourtant, on est bien dans cette tranche-là. On a à peu près entre 20 et 40% des enfants qui sont concernés par une potentielle anomalie, parce que les anomalies sont nombreuses, et on va les citer après, et c'est assez large au niveau des difficultés qu'on peut rencontrer dans les populations d'enfants de cet âge-là. Alors justement, quand on voit mal, on apprend mal. Quel est l'objectif en fait quel est l'objectif de votre dépistage, le dépistage des orthoptistes en petite section? Le but du dépistage, c'est de repérer tous les troubles visuels potentiels à cet âge, donc l'amblyopie, le strabisme, et on va tous les voir, mais aussi de s'assurer que les enfants qui auront une potentielle anomalie détectée lors du dépistage iront consulter et seront pris en charge correctement, de façon à éviter les pertes de chance potentielles pour ces enfants-là. Est-ce qu'en petite section, vous avez des âges limites pour faire passer les tests? Non, il n'y a pas d'âge limite à cet âge-là. Nous, on peut passer les tests à tous les âges de la vie. Le premier bilan de dépistage potentiellement réalisé par un orthoptiste peut se faire dès 9 mois, mais l'âge critique, ou plutôt l'âge cible idéal, se situe entre 2,5 et 3 ans, où là, on arrive à avoir une idée concrète des troubles potentiels qu'ils peuvent présenter. Donc concrètement, dans les écoles où se passe le dépistage, vous verrez tous les enfants de petite section, sans Tout, condition d'âge. tout à fait, en espérant qu'ils soient tous bien présents le jour où on intervient. Donc, pour Donc, revenir sur la population cible, on a des enfants qui sont en première année de maternelle, qui ont un âge spécifique entre 2 ans et demi et 3 ans et demi. Et il faut savoir que l'intervention de l'orthoptiste se fait en milieu scolaire, en parallèle du temps d'apprentissage avec l'enseignant, que les tests que nous réalisons durent entre 5 et 10 minutes. Il faut que ce soit rapide et assez ludique. Et bien entendu, l'orthoptiste qui se présentera dans chaque école aura la liste des enfants qui disposeront de l'autorisation parentale préalablement transmise par chaque parent pour que nous ayons le droit de bien tester les enfants. alors, est-ce que tu peux nous donner quelques détails de ce dépistage visuel? Concrètement, comment ça se passe pour les enfants? Alors, comment ça se passe? Donc, je l'ai dit, c'est assez rapide comme dépistage, et on va utiliser tout ce petit matériel qui est ici, en fait, qui va nous permettre d'évaluer certaines composantes essentielles de la vision,
et notamment, si on passe la slide d'après, on va mesurer l'acuité visuelle de l'enfant, donc soit par dénomination des petits dessins qu'il arrive à voir sur la planche d'acuité qui est testée à 2,5 mètres, soit en nous montrant avec son doigt le petit dessin que nous lui montrons aussi en parallèle. L'essentiel, c'est qu'on arrive à se comprendre et ça reste une évaluation de l'acuité visuelle qui ne cherche pas à avoir quelque chose de précis, mais on essaye de trouver s'il n'y a pas un problème de perception à ce moment-là. L'enfant n'a donc pas besoin de savoir très bien parler pour être Pas du, dépisté. pas du tout. Il n'a pas besoin de communiquer verbalement de façon très précise. L'essentiel, encore une fois, c'est qu'on arrive à se comprendre et que lui, il sache nous répondre spontanément et que nous, on arrive à détecter s'il y a vraiment des difficultés à percevoir à ce moment-là. Et Donc, le qu'est-ce qu'il test faut rechercher? Voilà. excusez-moi. Du coup, le test d'acuité visuelle que l'on fait, en fait, va nous permettre de rechercher ce qu'on appelle l'amblyopie. C'est un terme assez technique qui, grossièrement, veut dire qu'il y a un problème de développement de la vision sur un œil, comme on peut le voir sur le schéma ici. Et donc, c'est vraiment un décalage de perception entre l'œil droit et l'œil gauche qui nous alerte, en fait, sur la potentialité d'un trouble du développement de la vision. Et souvent, quand on a une amblyopie, en fait, cette amblyopie, elle est souvent d'origine réfractive, c'est-à-dire que l'enfant présente potentiellement un problème au niveau organique, c'est-à-dire que le hublot de l'œil n'est pas assez fort ou est trop faible, en fait, et ne transmet pas la lumière correctement vers la rétine. Donc, on utilise un appareil qui s'appelle un photoscreener, qu'on voit ici à l'écran, qui nous permet de détecter le profil de l'enfant et de savoir s'il est hypermétrope, myope ou astigmate. Donc, sur la slide suivante, on se rend compte ici des différents aspects de la vision. En fait, ça nous parle à tous, puisqu'on a tous potentiellement des lunettes. Et donc, un enfant myope verra pas bien au loin. Un enfant hypermétrope aura besoin de beaucoup forcer pour arriver à voir et aura beaucoup de mal à forcer de près. Et l'enfant astigmate aura tendance à essayer de plisser les yeux justement pour améliorer son acuité visuelle. Mais dans tous les cas, en fait, il ne sera jamais confortable. Donc, on peut avoir l'association de la myopie et de l'astigmatisme ou de l'hypermétropie et de l'astigmatisme sur un même œil. Par contre, il est impossible d'être myope et hypermétrope sur le même œil. Donc, ensuite, on cherche un strabisme. Le strabisme, c'est un défaut d'alignement d'un œil par rapport à l'autre qui, lui, peut avoir pour conséquence que l'œil ne fixant pas, la vision ne se développe pas sur cet œil. Ce qui va entraîner de graves conséquences si jamais ça ne se voit pas esthétiquement, puisque la découverte tardive d'un strabisme va faire que la vision de l'enfant n'aura pas suffisamment eu de maturité ou plutôt se sera mal développée. Et à partir de 7, 8 ans, en fait, c'est irréversible et on n'arrive plus à contrecarrer le problème d'évolution de la vision, surtout sur les strabismes à petit angle qui esthétiquement ne se voient pas. Donc, on va également réaliser un test de langue. Un test de langue, c'est un test pour évaluer si la vision binoculaire, c'est-à-dire la vision entre l'œil droit et l'œil gauche, fonctionne bien et que le cerveau associe bien l'image des deux yeux pour voir en relief. Ensuite, on va chercher également sur la slide suivante tous les troubles de l'orientation du regard et on va évaluer si l'enfant a la capacité d'orienter et de soutenir le regard correctement. Donc tout ça mis bout à bout, en fait, nous permet d'avoir une évaluation du profil de l'enfant, en fait, du profil orthoptique et potentiellement ophtalmologique pour savoir si l'enfant est en pleine capacité de vision par rapport à son âge ou si potentiellement il y a une anomalie qui devra nous alerter. Et après le dépistage, si une anomalie justement est détectée. Alors, si l'anomalie est détectée, l'enfant sera catégorisé comme tel en fait et il recevra donc via le carnet de liaison transmis aux parents. Donc ces derniers vont recevoir pardon un courrier leur spécifiant qu'on a détecté une potentielle anomalie et on va les inviter à aller consulter en ville un ophtalmologiste ou un orthoptiste qui seront en capacité de confirmer ou d'infirmer les suspicions réalisées par rapport au dépistage et de déclencher la réponse médicale adaptée, c'est-à-dire si l'enfant a besoin de lunettes ou de porter un cache-œil ou de faire de la rééducation orthoptique. Donc on voit ici qu'en fait on a plusieurs profils d'enfants.
on a l'enfant qui n'a pas d'anomalie, chez qui on n'a rien trouvé de spécifique. Ça ne veut pas dire que potentiellement plus grand, il n'aura pas un trouble spécifique du développement, mais à l'âge où il a été passé le test, il n'y avait pas d'anomalie significative qui encourage à aller consulter. Par contre, si on encourage à aller faire un examen complémentaire chez un spécialiste, c'est que potentiellement il y a une anomalie et qu'il faut absolument faire quelque chose dans ce sens-là. Une fois que l'enfant est entré en anomalie, ou plutôt dans le parcours de vie d'enfant en anomalie, la caisse primaire d'assurance maladie va s'assurer que l'enfant ait bien consulté un spécialiste via un courrier de relance si jamais le coupon réponse n'est pas retourné sous 3 mois, de façon à inciter les familles à les consulter. Alors, tu te doutes bien de ma question. En ce moment de difficulté d'accès aux soins pour tous les professionnels de santé, on connaît les difficultés d'accès aux soins aux orthoptistes ou aux ophtalmologistes. Est-ce que ce sera possible qu'un enfant dépisté ici dans le département de la Vendée puisse avoir accès à une autre consultation? Oui, tout à fait. En fait, la plupart des orthoptistes engagés dans le dispositif, et même ceux qui ne sont pas engagés dans le dispositif, ont la capacité de recevoir en accès direct ces enfants-là. Ils sont tous informés. Il n'y a pas besoin d'ordonnance pour aller consulter un orthoptiste à cet âge-là, de façon à aller confirmer le diagnostic. Donc, du coup, l'accès est largement facilité. L'accès aux soins en ophtalmologie est un peu plus complexe, même si les ophtalmologistes sont aussi informés du dispositif. Il est potentiellement préférable d'aller d'abord vers l'orthoptiste de ville qui, lui, se mettra en relation avec les ophtalmologistes de son secteur. Et souvent, il y a une priorisation des enfants par ce biais-là. Donc, il est beaucoup plus facile et beaucoup plus conseillé d'aller consulter un orthoptiste en premier lieu pour accélérer la démarche de soins. Merci. D'où l'importance du dépistage, en fait. Si Tout tu à devais fait. résumer l'importance de ce dépistage. Ben, il est primordial de faire ce dépistage parce que c'est une chance énorme pour les enfants de notre territoire de pouvoir en bénéficier. Ça permet vraiment de se rassurer sur leur situation de développement, de limiter les impacts potentiels de troubles à venir si jamais on ne faisait rien. Et surtout, on sait que derrière, il y a une réponse organisée pour avoir accès à des soins spécifiques qui a été grandement facilitée par le dispositif. Donc, il est très vivement encouragé aux parents de répondre oui quand on leur demande s'ils sont d'accord pour qu'on dépiste leur enfant, de façon à leur faire bénéficier de cette chance qu'ils ont sur le territoire vendéen. Merci. Merci à toi. Bon, bonjour, je suis Anne Dehêtre, orthophoniste et représentante pour la Vendée de l'association Dépistage, Prévention, Orthopsie et Orthophonie, DP2O. Bonjour à tous, je suis Cédric Ferras, orthoptiste, et je suis l'homologue de Anne pour les orthoptistes en Vendée. Aujourd'hui, on va parler des écrans et des enfants. Alors, Cédric, comment trouver le bon équilibre à chaque âge? Pourquoi? Ouais, les écrans, c'est une réalité du quotidien. À chaque âge, en fait, ils ont tous leur envie de graviter autour des écrans et ils sont partout dans notre quotidien. Donc, dès 3 ans, ils sont fascinés par cet émerveillement des couleurs et les sons des dessins animés. À 6 ans, ils veulent tous les mêmes jeux que leurs copains, notamment les consoles de jeux. À 9 ans, ils veulent une tablette pour faire comme les grands. À 12 ans, c'est le premier téléphone qui leur fait envie parce que les copains ou les copines, ils en ont un. Et en fait, il est très compliqué de trouver le bon équilibre pour savoir comment les accompagner dans chaque étape de leur croissance, de leur apprentissage. Et aujourd'hui, on va essayer d'aborder le sujet sans être trop dans la culpabilité ou en essayant d'instaurer un bon usage équilibré avec son enfant. Et on va essayer de vous donner les bons éléments pour dialoguer correctement autour des écrans avec vos enfants. Cédric, est-ce que tu crois vraiment que pour les tout petits de 0 à 3 ans, les enjeux du développement du langage, de la communication visuelle, sont vraiment liés à l'utilisation des écrans? Il faut savoir que chez l'enfant, le cerveau se développe très rapidement et dès les premiers âges de la vie. Donc les interactions, il faut qu'elles soient réelles, il faut que l'enfant touche, qu'il écoute, qu'il ait des mouvements qui soient pratiqués dans l'espace et tout ça, c'est essentiel à son bon développement. Les écrans peuvent
perturber, interférer en fait ces apprentissages. Et donc, il est vraiment crucial de les limiter pour leur permettre d'avoir tous les outils à côté pour assembler les bonnes briques au bon moment de leur développement. Mais quels sont les risques d'une exposition des enfants très précoces, là, des tout petits, de 0 à 3 ans, d'une exposition à ces écrans? Il y a de nombreux risques en fait, moins d'échanges avec les adultes, moins de stimulation du langage. Ils peuvent aussi avoir des impacts sur leur coordination motrice, sans parler aussi des problèmes de sommeil qui sont liés à l'exposition ou à la surexposition à la lumière bleue en fait des écrans. Et puis, donc, comment? Quelle bonne pratique? Bien, dans cette tranche d'âge-là, je dirais qu'il est préférable d'éviter les écrans, sauf pour quelques appels vidéo familiaux, sauf dans certaines situations pour travailler sur une chanson, sur un petit temps à partager avec l'adulte, mais il faut que ce soit très bref et très peu récurrent. Donc entre avant 2 ans, il faut rester sur cette règle-là. Entre 2 et 3 ans, on peut les introduire un peu plus régulièrement, mais il faut que ça reste exceptionnel et toujours s'assurer que ce soit avec l'adulte. Et surtout, il faut surtout pas qu'il y ait d'écran pendant les temps de repas ou avant de dormir, parce que là, c'est le risque que ce soit très néfaste pour le bon développement de l'enfant. Pourquoi pas d'écran avant de dormir? En fait, comme je dit tout à l'heure, la lumière bleue, elle va surstimuler les réflexes et le développement de certaines hormones qui vont ralentir les temps d'endormissement, en fait. Et donc, du coup, ça va agir comme des perturbateurs de sommeil et ça va faire que l'enfant, étant beaucoup plus fatigué, qui dort beaucoup moins, va moins bien se construire et va potentiellement louper certaines marches dans son développement. Donc là, on va passer sur la tranche de 3 à 6 ans qu'on appelle le temps de la découverte et des premières règles. Dis-moi, Anne, à cet âge-là, l'enfant commence à structurer son langage. Comment les écrans ils peuvent influencer le développement à cet âge-là? Alors, justement, comment développer le langage au mieux, en fait, avant même de parler des écrans. Donc, c'est le moment où l'enfant, il commence normalement à jouer de manière beaucoup plus autonome et puis à développer complètement son imagination. Il va mieux comprendre les consignes et il peut intégrer des règles. Donc, il va pouvoir intégrer aussi les règles sur l'usage des écrans. Donc, les parents peuvent commencer à mettre des règles justement en limitant ces temps d'exposition aux écrans. En même temps, il devient de plus en plus attiré par les écrans, et notamment par les dessins animés et puis les jeux qui sont proposés. Il vaut mieux à cet âge-là, effectivement, développer des jeux de rôle, des jeux de ce qu'on appelle les jeux de rôle, c'est-à-dire faire semblant de jouer à la dinette, faire semblant de téléphoner, pour que l'enfant, effectivement, manipule pour de vrai les choses et fasse semblant, mais pour de vrai. Et quels sont les risques d'un usage excessif selon toi? Alors, on le sait, nous-mêmes, on le voit, quand on est devant notre écran, bah, on ne va pas forcément parler aux voisins. On ne va pas faire attention complètement à ce qui se passe autour de nous. Enfin, en tant qu'adulte, moi, je le vois bien. Si j'attends dans une salle d'attente et que je consulte mon écran, bah, je ferai peut-être beaucoup moins attention à ce qui se passe autour de moi que si je n'avais rien dans les mains. Ben, l'enfant, c'est pareil. Il va avoir moins d'interaction avec le monde extérieur, en fait. Il va être focalisé sur son écran. Et dans ce cas-là, bah, il aura moins d'occasions de développer son vocabulaire, de comprendre aussi ce qui se passe autour de lui, et puis de percevoir les émotions des autres, et puis de les exprimer aussi. Alors bien sûr, on le sait, hein, ça fait moins d'activités qu'on appelle motrices, c'est-à-dire bah, si on est sur son écran, on va moins marcher, on va moins aller courir, on va moins aller chercher quelques risques aussi, monter, voilà, essayer de faire du vélo, essayer de faire des choses comme ça. Et puis, surtout, on va s'habituer à la rapidité des images. Parce que là, de plus en plus, les images sont très, très rapides.
Et donc, en fait, l'enfant va avoir peut-être un petit peu moins de capacité. S'il reste trop longtemps et trop souvent devant l'écran, il va avoir moins de capacité à se concentrer sur des activités plus lentes. Bah, écrire à l'école, dessiner, colorier, ce sont des activités qui sont beaucoup plus lentes. Donc, il faut aussi quand même lui permettre de pratiquer ces activités et de ne pas s'habituer qu'à des images extrêmement rapides. Quel conseil tu donnerais aux parents du coup? Bah, ce qu'on donne généralement comme conseil, c'est de effectivement limiter le temps de l'écran. Normalement, à cet âge-là, donc entre 3 et 6 ans, 30 minutes maximum par jour et que l'enfant ne soit pas seul devant l'écran, effectivement. Il vaudrait mieux privilégier des contenus qui sont plus calmes, pas des jeux violents, des contenus qui soient interactifs, c'est-à-dire où on peut interréagir, par exemple, peut-être des puzzles où on peut manipuler un peu sur l'écran, mais toujours, toujours avec un accompagnement par l'adulte. On n'apprend pas seul devant un écran comme on n'apprend pas seul devant sa télé, comme on n'apprend pas seul devant un ordinateur quand on a entre 3 et 6 ans. Voilà. Il faut toujours regarder ensemble et parler de ce qui se passe à l'écran. C'est important. Ça vous permet de comprendre ce que votre enfant a compris de ce qui se passait sur l'écran. Et puis surtout, bah, en parallèle, il faut favoriser bah, tout ce qu'on disait, les jeux, la lecture et puis les activités physiques. Voilà. Et puis un exemple pour limiter, parce qu'on a aussi beaucoup de parents qui nous disent, bah, on n'arrive pas à limiter le temps d'écran. Bah, on peut dire, bah, tu veux regarder un dessin animé, bah, on regarde un épisode, et puis on va jouer ensemble avec tes figurines, et puis on inventera la suite de l'histoire. Là aussi, ça permet de développer l'imagination. Et puis c'est pareil, on peut avoir des rituels, comme pour tout. On peut dire, bah, on regarde un épisode après le goûter, puis ensuite on va faire un puzzle, un vrai puzzle. Voilà, faut manipuler.